Bonjour à tous et bienvenue dans le 12-45, lundi 19 novembre. Voici les titres. Le mouvement des Gilets jaunes est-il en passe de s'étendre? Les automobilistes en colère bloquent les dépôts de carburant et pourraient être rejoints par des chauffeurs routiers et des agriculteurs. Coup de tonnerre dans le milieu automobile. Carlos Ghosn vient d'être arrêté au Japon. L'emblématique PDG du groupe Renault-Nissan est accusé d'avoir utilisé des fonds de Nissan à des fins personnelles. Malversation confirmée par la marque. La Californie entre deuil et célébration de ses héros anonymes, ceux qui ont réussi à sauver des vies au péril de la leur malgré la menace imminente des incendies. C'est le cas d'un chauffeur de bus scolaire qui a mis à l'abri plus d'une vingtaine d'enfants. C'est l'accessoire de circonstance avec la chute des températures de ce début de semaine. La cagoule, elle est d'ailleurs montée en gamme pour devenir tendance, vous verrez. Enfin, une comédie musicale féerique, Podane à Paris, sur la scène du théâtre Marigny. Le comte de Perrault traverse les siècles sans rien perdre de sa magie. Le mouvement des Gilets jaunes peut-il donc s'étendre et englober d'autres revendications? C'est la tendance qui semble se confirmer. Les automobilistes en colère pourraient être rejoints par des chauffeurs routiers et des agriculteurs. Ils bloquent déjà les dépôts de carburant. Le point avec Thierry Maurer, Jérôme Régali et Marie Meyer. Ils sont arrivés vers 2 h cette nuit pour bloquer ce dépôt de carburant. On bloque les sorties d'essence, on bloque tout. Pourquoi ce site? Parce que c'est stratégique. Là, on touche directement les taxes de l'État, quoi. Après un week-end de mobilisation, les Gilets jaunes veulent frapper fort en ce début de semaine. Depuis ce matin, plusieurs dépôts de carburant sont ainsi bloqués, dont ceux de Fos-sur-Mer et du port de la Palisse à La Rochelle. Sur le bord de la route, les camions-citernes s'accumulent. Les Gilets jaunes espèrent désormais que les chauffeurs routiers les rejoindront bientôt. Cette semaine, plusieurs syndicats de transport doivent d'ailleurs se réunir pour en parler. C'est difficile de contacter des gens des Gilets jaunes. C'est tellement un agglomérat de personnes différentes. Il est vrai qu'il se pourrait que demain, nos organisations syndicales ou professionnelles rejoignent certaines revendications qui ont été exprimées par les Gilets jaunes. Parce que nous, dans le transport, aujourd'hui, on subit plein de fouet dans les professionnels du transport, toute cette problématique de taxation. Des routiers qui affichent déjà leur soutien lorsqu'ils passent à certains barrages, comme ici près de Grenoble. Et s'ils n'ont pas encore choisi de participer, certains taxis, eux, ont déjà sauté le pas. Moi j'ai été dimanche, là c'est parce que j'ai une obligation, sinon j'aurais été avec eux, tout simplement. À partir de cet après-midi, des agriculteurs devraient également se mobiliser. Dans la Creuse, 5 barrages filtrants seront installés à l'aide de tracteurs. De nouveaux soutiens pour les Gilets jaunes qui entendent élargir au maximum leur mouvement. Le cap est bon, nous allons le tenir. Ce n'est pas quand ça souffle qu'il faut le changer. La phrase a été prononcée hier par Édouard Philippe lors d'une interview télévisée. Si le Premier ministre entend la colère, il réaffirme que la politique fiscale du gouvernement, notamment sur le carburant, ne changera pas. La teneur des propos d'Édouard Philippe hier soir contrastait avec les revendications des Gilets jaunes qui, ce matin, ne décolléraient pas contre un gouvernement qui, selon eux, reste sourd à leurs difficultés. Xavier Gégère, Sylvain Tizy et Audrey Vieuthaz. L'exécutif annonce tenir son cap. En face, les Gilets jaunes tiennent, eux, leur position de blocage. Ces manifestants ont passé une deuxième nuit devant le pont d'Aquitaine, prenant presque comme un affront la fermeté d'Édouard Philippe, qui a rappelé hier qu'il n'y aurait pas de moratoire sur la taxe carbone. Moi, il m'a remotivé. Je l'ai entendu, je me suis dit, j'y retourne. Je suis artisan, j'ai pris ma journée, puis s'il faut en prendre une deuxième, j'en prendrai une deuxième, c'est pas un souci. Déterminés, avec ce sentiment amer de voir que leurs revendications sont restées lettres mortes. Le Premier ministre estime pourtant avoir fait des gestes la semaine dernière. Superprime à la conversion automobile, augmentation du chèque énergie, insuffisant d'après eux. Il ne fait pas d'efforts comme nous on a pu en faire, donc il va falloir qu'il en fasse un peu plus. L'impression de faire trop d'efforts, car si la hausse des taxes sur le carburant les a poussés dans la rue, c'est loin d'être leur seul grief. J'ai travaillé 49 ans et je commence ma retraite, ils commencent à me pomper avec leur CSG. Les charges patronales, les impôts, la taxe sur le gasoil, on n'est pas là uniquement que pour l'essence. Sur l'aire de Saint-Chamond, près de Lyon, les revendications sont aussi nombreuses. Ici, on a surtout du mal à comprendre la politique écologique menée par le gouvernement. Monsieur le Premier ministre, si jamais tout le monde se mettait à l'électrique, on va remettre des centrales en route. Donc c'est un non-sens. Du mal à comprendre aussi la vision de l'exécutif sur le long terme, alors que ces Gilets jaunes ont le sentiment de vivre mal au jour le jour, de voir leur pouvoir d'achat en baisse. Il parlait que ce soit
la fin du quinquennat qu'on verrait les résultats. Ça fait encore un moment à attendre et les Français, on n'attendra pas. Ils n'attendront pas et ils le montreront une nouvelle fois samedi prochain. Une journée d'action nationale est prévue. Selon le ministère de l'Intérieur, ce sont 40 000 personnes qui ont manifesté leur ras-le-bol hier dimanche et près de 300 000 ce samedi. C'est à la fois peu et beaucoup. C'est moins que la manifestation des fonctionnaires et des cheminots du 22 mars dernier, mais c'est bien plus que celle des salariés et des retraités sur le pouvoir d'achat le 9 octobre dernier. Et ce lundi, le mouvement s'est affaibli puisque 110 points de blocage ont été recensés ce matin contre 2000 ce week-end. Ils se concentrent désormais sur les autoroutes pour gêner le plus possible, mais se font déloger. C'est le cas au péage de Virsac sur l'A10 dans la région de Bordeaux. Il était l'un des points les plus importants de la mobilisation puisque 2000 gilets jaunes y étaient concentrés encore hier soir. Mais ils ont levé le camp ce matin à l'approche des forces de l'ordre. Le reportage de Christophe Huette et Irène Candel. Autour de 9h ce matin, les premiers camions ont été libérés. Une vingtaine de poids lourds, essentiellement des étrangers, qui ont passé la nuit bloqués à quelques centaines de mètres d'une barrière de péage. Avant l'aube, 80 CRS soutenus par un hélicoptère et plusieurs escadrons de gendarmes sont venus chasser les derniers gilets jaunes. Tous avaient déjà quitté les lieux, en laissant derrière eux des brasiers et des voies entravées. Hier, jusqu'à 5000 personnes ont occupé cette portion d'autoroute à une trentaine de kilomètres au nord de Bordeaux. La nuit dernière, ils étaient encore 2000, très déterminés. S'il faut que ça dure une semaine, ça durera une semaine. S'il faut que ça dure plus de temps, ça durera plus de temps. On le sera encore là demain matin, demain soir. Sur la chaussée des projectiles, traces visibles des affrontements qui ont opposé les manifestants au CRS dans l'après-midi. Les gilets jaunes ont été tenus à l'écart de la barrière de péage pour éviter les dégradations. Autour de plusieurs feux, les tensions se sont apaisées. Les gens ramènent de la soupe, ramènent du café. Voilà, c'est ce qu'il faut que ça continue comme ça, dans un esprit comme ça. Mais l'amertume et la colère sont toujours présentes. C'est pas un mal-être, c'est qu'en fait, on travaille. Arrivé le 15 du mois, on n'a plus rien à bouffer. On se lève tous les matins à 5 h, on va travailler tous les deux. Et on est obligé de cumuler un autre travail pour aller faire des inventaires la nuit, s'il vous plaît, monsieur Macron, pour aller faire des inventaires la nuit. Actuellement, les travaux de nettoyage sur l'autoroute A10 sont toujours en cours. Le trafic ne devrait reprendre qu'en début d'après-midi. À moins que les gilets jaunes ne reviennent bloquer les voies, certains d'entre eux s'organiseraient pour tenter de revenir occuper l'autoroute. Voilà ce que l'on pouvait dire à la mi-journée sur cette colère des Gilets jaunes avec une nouvelle journée nationale de mobilisation annoncée samedi prochain. L'arrestation ce matin de Carlos Ghosn au Japon. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Le PDG emblématique du groupe Renault-Nissan a été arrêté pour avoir utilisé de l'argent de la marque Nippon à des fins personnelles. Le résultat d'une enquête interne de plusieurs mois. Nissan va mettre un terme rapidement à ses fonctions de président. Geoffrey Marin-Joris. Jusque-là, il était l'homme à qui tout réussissait, patron puissant, visionnaire, respecté. À commencer par le Japon où Carlos Ghosn a sauvé Nissan de la faillite avant d'en devenir le patron il y a 17 ans. C'est à Tokyo que le tocsin a sonné. Carlos Ghosn, 64 ans, entendu par le parquet. À sa sortie, il est arrêté. Une déflagration. Les faits présumés sont lourds selon Nissan. Carlos Ghosn a utilisé de l'argent de la société à des fins personnelles et a commis plusieurs autres actes graves. En clair, selon le constructeur, le patron aurait dissimulé une partie de ses revenus au fisc japonais, violant ainsi la réglementation financière. Cette somme dissimulée s'ajouterait donc à la rémunération déjà confortable du patron de Nissan, 8 800 000 € entre avril 2016 et mars 2017. Au fil des années et des montages d'évasion, la somme pourrait atteindre plusieurs dizaines de millions d'euros en volée. Ce coup de tonnerre est le fruit d'un long travail d'enquête, selon Nissan. Sur la base du rapport d'un lanceur d'alerte, Nissan a mené une investigation interne, depuis plusieurs mois, relative à de mauvaises pratiques impliquant Carlos Ghosn. Question, quel effet domino? Ce matin, Renault perdait plus de 10% en bourse. Depuis 13 ans, Carlos Ghosn est le patron de Renault et de Nissan. L'année dernière, le groupe Prosper a vendu plus de 10 millions de véhicules, ce qui en fait le premier constructeur automobile mondial. S'il est poussé à la sortie au Japon, Carlos Ghosn peut théoriquement rester en poste en tant que patron de Renault. Sollicité, la direction de Renault n'a pas souhaité à cette heure communiquer. Dans l'actualité également, à Marseille, une école a décidé de fermer ce matin sa cour de récréation par précaution. L'établissement se trouve à proximité des deux immeubles qui se sont effondrés il y a 2 semaines. La direction réclame une expertise d'urgence et craint que la cour, située sur un toit-terrasse qui repose sur un local vétuste, ne s'effondre à son tour. Écoutez.
Vu le local que vous avez derrière, le poids de l'école qui est dessus, l'historique d'affaissement en 2012, on ne sait pas quels travaux ont été faits, on n'arrive pas à obtenir le rapport de travaux qui a été fait à l'époque. Il y a de quoi se poser des questions. La mairie doit répondre à la demande des parents et des enseignants qui ne demandent simplement que d'être rassurés et de participer à une expertise des locaux qui sont sous l'école et qui soutiennent la cour et qui sont en mauvais état. Je vous rappelle que l'effondrement des 2 immeubles le 5 novembre dernier a fait 8 morts. Jean-Claude Roman sera-t-il bientôt libre? L'homme qui a assassiné sa femme, ses enfants et ses parents en 1993, après s'être fait passer pour un médecin de l'OMS pendant des années, a déposé une nouvelle demande de libération conditionnelle. Elle sera examinée demain et pourrait aboutir, ce à quoi s'opposent les proches de ses victimes. Retour sur un drame qui a secoué la France. On est dans le domaine de l'impensable. Des choses qu'on n'arrive pas à envisager. On sait qu'on a affaire à quelqu'un dont la vie est un mensonge. Brève-Samoins, dans le département de l'Ain, à la frontière suisse. Une commune cossue où vivent des chercheurs et des fonctionnaires internationaux. Parmi eux, la famille Roman, Jean-Claude, 39 ans, médecin au sein de l'Organisation mondiale de la santé, sa femme Florence, 37 ans, et leurs 2 enfants, Caroline, 7 ans, et Antoine, 5 ans. Ce 11 janvier 1993, vers 4 heures du matin, la sirène des pompiers retentit, car la maison des Romans est en feu. Jean Vanier, le maire de la commune, est l'un des premiers sur place. Elle me dit voilà, il y a 3 morts. Donc il y a l'épouse et les 2 enfants. Il n'y a plus que le monsieur qui est vivant. Découvert inconscient, Jean-Claude Roman est évacué vers l'hôpital. Les enquêteurs, eux, réalisent les premières constatations. Dès qu'on approche de la maison, on sait qu'on est face à une affaire criminelle. Ensuite, on sait donc que les enfants, très vite, que les enfants ont été tués par balle. La blessure de Madame Roman ne prête pas à équivoque non plus, ça ne peut pas être une blessure accidentelle. Donc, d'entrée, on sait qu'on est face à des homicides. Puis les gendarmes se rendent au domicile d'Aimé et Anne-Marie Roman, les parents de Jean-Claude, pour leur annoncer la triste nouvelle. Mais ils découvrent le couple abattu de plusieurs balles dans le dos. On est face à une affaire criminelle orientée contre la totalité de la famille, parents inclus. Donc à partir de là, on sait déjà pratiquement que le nœud de l'affaire, il est à l'intérieur de la famille. De miraculé, Jean-Claude Roman apparaît bientôt comme le personnage central de cette énigme criminelle. À son réveil à l'hôpital, les enquêteurs lui apprennent qu'il est le seul survivant d'une famille décimée. On ne peut pas dire qu'il manifeste une émotion extraordinaire. Il y a cette espèce de décalage entre l'énormité des faits et l'espèce de tranquillité avec laquelle il nous raconte une histoire dont on sait déjà qu'elle ne tient pas la route. Dans les jours qui suivent, le juge d'instruction le pousse dans ses retranchements. Très vite, Jean-Claude Roman reconnaît ses crimes. Mais qui se cache derrière ce brillant médecin de l'OMS? Les enquêteurs et les proches de Jean-Claude Roman ne sont pas au bout de leur surprise. C'est à ce moment-là que moi je pense à cet ami conseiller municipal qui travaille vraiment à l'OMS. On me dit, on vient donc consulter le fichier du personnel, on n'a pas de Roman ici. Et Jean-Claude Roman n'a pas non plus été au bout de ses études de médecine. Après avoir passé sans difficulté les 3 premières années, tout d'un coup, il bloque, il se casse volontairement le bras pour ne pas aller passer les épreuves de juin. Il va passer les épreuves de septembre, il reste dans sa voiture. Et il rentre, blanc comme un linge, sans oser dire qu'il n'y est pas allé. Il commence à dire que ça a marché, etc. Et à partir de là, il va s'inscrire 8 fois en 3e année, sans que personne n'y voit rien. Une plongée dans le mensonge entamée dès sa plus tendre enfance. À mon avis, Jean-Claude Roman est quelqu'un qui a souffert d'un contraste entre ses possibilités intellectuelles et ce qu'on attendait de lui, et puis ce qu'il avait envie de faire, c'est-à-dire de rester auprès de ses parents et de mener une petite vie tranquille. Mais la réalité est bien plus terne.
Lorsqu'il ne s'isole pas sur les bords du lac Léman pour lire de la littérature médicale, Jean-Claude Roman assure son train de vie en escroquant ses proches, à qui il promet des placements financiers très intéressants dans des établissements bancaires suisses. Étant acculé financièrement, la demande pressante du remboursement de ses dettes par l'un de ses créanciers allait faire s'effondrer tout son mensonge. Il ne pouvait pas supporter l'idée d'être démasqué aux yeux des gens pour qui il était cher. Le 25 juin 1996, aux assises de Bourg-en-Bresse, c'est un homme aux multiples facettes qui prend place dans le box des accusés. On va lui demander de raconter ses crimes et Roman va complètement s'effondrer en crise. Et là, ça va être une sorte de crise de folie, de furie, de sanglots, enfin voilà, quelqu'un qui va se griffer le visage. Et quelques minutes après, on a quelqu'un qui va répondre avec de l'aplomb et qui va vraiment s'adapter au débat. À la barre, les psychiatres décrivent un homme en proie à de lourds troubles narcissiques. Le trouble de personnalité dont il est atteint, beaucoup vont l'appeler une organisation de personnalité perverse. Et certains ont forcé le trait, comme si pervers voulait dire méchant. Pour les psychiatres, pervers signifie tout simplement une façon de s'en sortir en disant la loi est trop terrible, ça peut être que la loi que je fais moi-même qui est acceptable. Le pervers prend son désir pour la réalité. C'est exactement ce qu'il a fait. Après 2 semaines d'audience, avant que le jury ne se retire pour délibérer, la parole revient une dernière fois à l'accusé. Roman va se mettre à parler à ses enfants directement, il va se mettre à parler à ses parents et il va y avoir une sorte de dialogue entre eux et lui. Et là, on a l'impression de basculer dans une dimension un petit peu inconnue. On est vraiment aux portes de la folie à ce moment-là et ça va durer de longues minutes. Jean-Claude Roman est condamné à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans. Depuis 2015, il était libérable. Il a donc attendu 3 ans avant de faire sa demande de remise en liberté. Reste qu'aujourd'hui, sa possible libération pose une épineuse question. Comment un tel personnage qui a dérivé dans une telle mythomanie pendant autant d'années, comment va-t-il pouvoir se réadapter à la vie en société? Est-ce que Roman va réussir à emprunter une vie ordinaire? Ça, j'en suis pas sûr du tout. Une des dernières phrases qu'il m'est dite, c'est terrible parce que maintenant, plus personne ne me croira. Et ça, je crois qu'il n'y a qu'une seule chose qui puisse lui montrer que la vérité est quand même aussi une bonne chose, c'est qu'on le croit. Une enquête signée Martin Gabriel, Frédéric Badard et Adrien Cadorel. Dans l'actualité internationale maintenant, une vague géante aux Canaries. Ça s'est passé hier sur la côte nord de Tenerife. Un immeuble a été frappé de plein fouet. Les dégâts donnent la mesure de la violence de la vague. Le balcon d'un immeuble situé au 3e étage a été emporté. Il n'y a pas eu de victimes, mais une quarantaine de personnes ont dû être évacuées. Aux États-Unis, en Californie, le bilan des incendies qui font rage depuis 10 jours s'élève à 79 morts. Il y a encore 1000 personnes portées disparues. Et du côté de l'enquête, le principal fournisseur d'électricité et de gaz pourrait être mis en cause. Un incident sur une ligne à haute tension pourrait être à l'origine de Camp Fire, le feu le plus dévastateur de l'histoire de la Californie. La Californie qui se découvre peu à peu des héros anonymes, des gens qui, au péril de leur vie, sont venus en aide à ceux qui étaient sur leur chemin. C'est le cas d'un chauffeur de bus scolaire qui a pu sauver une vingtaine d'enfants. Le récit de Melker Indy. C'est leur sauveur qui serre dans leurs bras. Ça fait du bien de te voir. Il y a 10 jours à Paradise, Kevin McKay, 41 ans, chauffeur de bus scolaire, voit les flammes s'approcher d'une école primaire. Une vingtaine d'enfants sont toujours là, avec leurs professeurs. Il faut faire vite. Mon premier réflexe a été de les faire monter dans le bus et de partir d'ici. Commence alors un trajet pour fuir le plus loin possible. À l'intérieur du bus, les élèves, les professeurs prennent en photo ce feu qui s'avance vers eux. Il y avait des flammes de tous les côtés, de la fumée partout. Il y avait des gens qui essayaient de fuir. Vous avez eu peur? Oui, très peur. Les flammes se rapprochent. Elles ne sont plus qu'à quelques mètres du bus. Les enfants étaient de plus en plus nerveux. 1 ou 2 fois, on s'est vraiment demandé s'il fallait qu'on sorte et qu'on abandonne le bus. Finalement, ils restent à l'intérieur. Mais très vite, la fumée envahit l'habitacle. Elle est toxique et plonge les occupants dans un demi-sommeil.
J'ai couru à l'avant du bus et j'ai dit à Kevin que les jeunes commençaient à se sentir fatigués. Il n'a pas réfléchi, il a commencé à déchirer sa chemise en petits morceaux. Je les ai rassemblés en petits tas et on les a mouillés comme ça, avec de l'eau, pour que chaque passager ait de quoi se couvrir le nez pour respirer. Et ça a semblé efficace. Il fait nuit, l'incendie progresse et pourtant le bus s'arrête, bloqué. On s'est retrouvés coincés dans les embouteillages, piégés. Le trafic était à l'arrêt, je me suis dit qu'on s'en sortirait pas. Mais ils parviennent enfin à échapper aux flammes. On est tombé sur un ange gardien. Presque tous ont perdu leur maison, mais ils sont en vie. Retour en France où règnent des températures hivernales, des températures qui ont en effet chuté. Pas plus de 7 degrés cet après-midi au nord, 12 dans le sud. C'est en dessous des normales de saison. Et ce matin, il faisait 0 degré par endroit avec un ressenti de moins 8 degrés, comme ici à Nancy. Forcément, ça réveille. Écoutez. Déjà hier et avant-hier, il faisait pas très chaud les matins. Mais bon, c'était le week-end, donc ça allait, on ne sortait pas. Le vent du nord, là, est particulièrement frigorifiant. Mais il y a un petit peu de soleil, ça va, on va tenir le choc. Je viens d'arriver, il y a une magnifique lumière. C'est vraiment le temps idéal pour pédaler, au sec, au frais et le début de l'hiver. C'est génial. Et la chute des températures va se poursuivre jusqu'à demain. Dès mercredi, elles seront en revanche plus conformes aux températures de saison. Et avec la chute des températures, justement, un accessoire de circonstance fait un retour triomphal, la cagoule. Elle est même tendance et ne se limite plus aux écoliers ou aux motards. La cagoule 2018 ou comment se protéger avec style. Kevin Berg, Charlotte Dardelin et Ingrid Carré. Souvenez-vous, petit, quand vous enfiliez votre cagoule. Ah ben ça me rappelle mon enfance. Voilà, petite, on nous mettait toujours une cagoule sur la tête. C'était horrible, ça grattait. Elle piquait beaucoup plus que ça, elle grattait beaucoup plus que ça. Là, ça a l'air plutôt assez confortable. Confortable et surtout de retour, la cagoule est sur tous les fronts. On croit au retour de la cagoule, donc on a dans plusieurs marques, comme celle-ci qui est un modèle assez classique en toute noire. On est dans un modèle un peu plus complexe, vous voyez la forme est beaucoup plus arrondie, donc le nez peut être à l'extérieur de la cagoule et on est sur un modèle monogrammé. Ça sert à se cacher et du coup quand on se cache, c'est pour mieux se montrer. Je pense que c'est vraiment un accessoire de style. Bien entendu, ça peut protéger. On peut bien entendu la porter en bonnet, en relevant sa cagoule comme quand on faisait quand on était enfant. Mais l'intérêt, c'est vraiment de se mettre en scène. Ce n'est pas Beyoncé qui dira le contraire. Elle a été l'une des premières à ressortir aux yeux de tous, cagoule en laine et en résille. Les marques ont suivi sur les podiums et qui dit marque dit forcément tendance en vue. La cagoule se décline sous toutes les formes, toutes les couleurs, beaucoup en mode tricot. Le modèle le plus audacieux est très certainement le passe-montagne de Gucci que seule Rihanna peut adouber. Et vous, oserez-vous ? Moi je trouve que c'est assez esthétique et ça se porte en fait. Faudrait vraiment me menacer. Gardez toutefois la tête froide car pour rappel, en France, il est interdit de cacher ou de couvrir complètement son visage sur la voie publique. Il faudra donc avoir du nez pour choisir le bon modèle. C'est la journée mondiale des toilettes. Cela peut paraître cocasse et pourtant, les toilettes sauvent des vies. Elles empêchent notamment la propagation de maladies mortelles causées par les excréments. D'où cette journée pour sensibiliser le public à la crise mondiale de l'assainissement. Car aujourd'hui, l'accès à des sanitaires corrects n'est pas garanti pour tout le monde. Alors précisément, combien de personnes n'ont pas de toilettes à la maison ? Eh bien, elles sont plus de 4 milliards à ne pas avoir de sanitaire ou alors des toilettes sans chasse d'eau ou sans dispositif pour évacuer les excréments. Cela représente 62,5% de la population mondiale. Parmi elles, 892 millions de personnes n'ont pas d'autre choix que de faire leurs besoins en extérieur. Dans l'ensemble, 80% des eaux usées retournent dans l'écosystème sans avoir été traitées. Cela favorise la propagation de maladies mortelles comme l'hépatite A ou le choléra. Alors, quelles sont les solutions à cette crise ? Eh bien, cette année, la campagne pour la journée mondiale des toilettes incite à construire des sanitaires en harmonie avec l'environnement, comme cette latrine à compost, par exemple, qui produit des engrais. De plus, en 2015, 195 États ont voté pour garantir un accès universel à l'assainissement d'ici 2030. Aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé leur demande d'investir 100 milliards d'euros pour cette cause. Cela permettrait de sauver 842 000 vies chaque année.
Justin Bieber, juste marié, le défi des youtubeurs en faveur de la planète et une mise en garde sur TikTok. C'est la Minute Web de Pascal Maïcognan. La police met en garde contre TikTok. TikTok, c'est l'appli star du moment chez les adolescents. Un réseau social de playback où la course à la popularité mène des mineurs, souvent des filles, à danser de manière suggestive et à devenir la cible de propositions mal intentionnées. Un délit passible de 2 ans de prison et de 30 000 € d'amende. Alors si tu es prêt à nettoyer ta boîte mail... Nettoyer sa boîte mail, utiliser une bouteille en inox et éteindre ses appareils électriques en veille. On installe une multiprise on-off. Voici les premiers défis écolos lancés par les youtubeurs participant à l'opération On est prêt. On est prêt. Ils sont une 60aine à mettre au défi quotidiennement les millions de jeunes qui les suivent sur les réseaux sociaux. Et les pouvoirs publics aussi sont mis à contribution. On demande à l'État d'agir maintenant pour que des transports non polluants soient accessibles au plus grand nombre. C'est désormais officiel, Justin Bieber s'est marié avec Hailey Baldwin, mannequin de 21 ans et nièce de l'acteur Alec Baldwin. 2 mois après une cérémonie organisée en toute intimité et des semaines de rumeurs, l'annonce a été faite par le chanteur canadien de 24 ans sur Instagram. Une photo et un message explicite, ma femme est formidable. Plus de doute donc, d'autant que Madame a changé de nom sur le réseau social. Pompidou? I don't know Pompidou is. So true Pompidou, no. Parce que de nombreux touristes n'ont jamais entendu parler du centre Pompidou, le musée d'art moderne parisien prend les devants. Il a créé sa propre statuette et embauché des vendeurs à la sauvette pour faire sa promotion. Objectif, devenir un monument incontournable. Arc de Triomphe, Tour Eiffel et Centre Pompidou. L'idée originale semble fonctionner dans la rue et sur Internet, où cette vidéo cumule plus de 300 000 vues. On en vient à Podane, version comédie musicale, une pièce qui se joue actuellement à Paris, au Théâtre Marigny, qui vient de rouvrir après 5 ans de travaux. Podane, un conte qui a traversé les siècles et n'a rien perdu de sa féerie. Cécile Chabanot, Sarah Duyeux et Marion Lawamène. Préparez votre pâte dans une junte. La chanson du cake d'amour, celle qui a bercé tant d'enfants depuis le film de Jacques Demy en 1970, résonne à nouveau, au théâtre cette fois, et la recette opère toujours. Prenez de la farine. Avec sa voix cristalline, Marie Aubert, 21 ans, prend la suite de Catherine Deneuve pour incarner Podane. Bien pesé autour d'un puits creux, autour d'un puits creusé. Les gens la connaissent, c'est vraiment incroyable de sentir l'atmosphère tout à coup qui change. Les gens qui disent les paroles, qui chantent avec moi, ça c'est vraiment un moment magique. J'ai décidé de vous épouser, ma fille, et je vous épouserai. Ainsi commence le conte. Le roi jure à son épouse mourante de ne se remarier qu'avec une femme plus belle qu'elle et décide d'épouser sa fille. Guidée par sa marraine la fée, la princesse s'enfuit vers un autre royaume, caché sous une peau d'âne. Un soupçon de rêve, une larme de réalité, une main bien pesée d'intemporalité, puis un souffle de modernité avec une marraine la fée sur patin à roulettes et une princesse qui s'enfuit en trottinette. Il n'en fallait pas plus pour redonner vie à ce conte imaginé par Charles Perrault il y a plus de 300 ans. On peut changer les costumes, on peut changer les décors, mais le niveau de langage, les sujets, c'est hors époque. Une vingtaine d'artistes, chanteurs, acteurs, danseurs et même 2 anciennes étoiles de l'Opéra de Paris font renaître de beaux souvenirs d'enfance. Ça fait plaisir de se replonger dans l'ambiance, dans l'atmosphère de Podane. Hein. Le prince subjugué, charmant. L'amour se meurt avec le temps. Il n'y a donc pas d'âge limite pour croire au prince charmant et se laisser emporter par la magie d'un conte de fées. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, scène de ménage, puis le téléfilm La Grève de Noël. Ce soir, le 19h45 de Xavier Demoulin. Bel après-midi à tous et à demain. Retrouvez l'actualité 24h sur 24 sur m6info.fr.